Ok, merci pour l'introduction. Donc, bonjour à vous tous. Donc, je vais vous parler de ChatGPT ou plus généralement des grands modèles de langage. Alors, si vous voulez accéder aux slides, ils sont en ligne. Donc, c'est ia.lauria.fr/CES pour codeur en scène. Donc, c'est assez facile d'y accéder. Alors, je vous le dis parce qu'il y a plein de liens à l'intérieur. Et si vous voulez cliquer dessus pour avoir plus de renseignements, c'est toujours utile. Voilà, donc juste un petit mot pour me présenter rapidement. Hein. Donc, je suis Christophe Cerizara, je suis chercheur au CNRS et je travaille dans un laboratoire qui est situé à Nancy, qui est le laboratoire Lauria. Et en fait, le Lauria, c'est le plus gros laboratoire dans le Grand Est d'informatique, avec pas loin de 400 personnes, 500 personnes, et puis une bonne moitié qui sont des enseignants-chercheurs. Et dans ce laboratoire, donc, je m'occupe d'une équipe qui est dédiée à faire de la recherche sur justement les grands modèles de langage. Alors, ChatGPT, tout le monde connaît, ou plutôt tout le monde croit connaître. Parce qu'en réalité, ChatGPT, c'est un modèle qui est dit fermé. Donc vous qui faites du code, vous voyez bien ce que c'est les modèles open source, enfin les codes open source plutôt, et les codes fermés. Et en fait, on a exactement la même problématique dans les modèles d'IA, et dans les grands modèles de langage, et en particulier ChatGPT, qui est un modèle totalement fermé. Donc fermé, ça veut dire que on n'est pas capable, on ne sait pas aujourd'hui combien il a de paramètres, sur quelles données il a été entraîné. On ne sait même pas, lorsque vous l'utilisez avec l'API, on ne sait même pas si vous interrogez toujours le plus gros modèle, ou alors si des fois, il n'y a pas des petits modèles à la place qui vont mettre lorsque, par exemple, il y a trop de charges dans les serveurs d'OpenAI. Donc c'est un modèle fermé, on ne peut pas dire grand-chose dessus en réalité. Donc heureusement, il existe beaucoup d'autres modèles qui sont ouverts, exactement comme vous avez des codes ouverts. Et nous, on travaille sur les modèles ouverts en tant que chercheurs, évidemment, parce qu'on n'a pas accès aux modèles fermés. Alors des modèles ouverts, il y en a beaucoup. Le centre, si vous voulez tous les trouver, il y a une entreprise qui s'appelle Hugging Face, que vous connaissez sans doute, qui est l'entreprise de référence parce qu'elle a tout fait pour diffuser les modèles open source. Et donc, elle a créé des sites et elle s'est spécialisée là-dedans. Aujourd'hui, c'est une licorne. Hein. Donc, c'est vraiment une entreprise qui est incontournable dans le monde de l'IA. Et cette entreprise, elle a mis dans son site web tous les modèles open source que vous pouvez trouver. Il y en a à peu près, aujourd'hui, je crois, 70 000. Donc vous voyez qu'il y a quand même énormément de modèles open source qui sont disponibles. Alors là, j'ai mis juste une petite image, hein, vous ne les avez pas tous, juste quelques-uns. Et puis, vous avez en jaune ceux qui sont open source, et puis ceux qui ne sont pas en jaune, ce sont en fait ceux qui sont plutôt des modèles fermés. Mais il y en a beaucoup plus. Alors, la différence entre les modèles open source et fermés, aujourd'hui, OK, ChatGPT, ça reste quand même l'un des meilleurs modèles, il n'y a pas photo. Par contre, de plus en plus, la différence entre les modèles open source et ChatGPT tend à se réduire. Et aujourd'hui, les différences sont vraiment de plus en plus faibles. Et dans certains cas particuliers, par exemple la génération de code, ou dans d'autres cas particuliers, les modèles open source sont quasiment au niveau de ChatGPT. Donc en fait, disons que la communauté open source progresse extrêmement vite dans le domaine des modèles d'IA. Alors ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est deux choses, on va dire, deux points. D'un côté, le rapport qui existe entre les grands modèles de langage, donc les LLM, Large Language Models, et puis la programmation, parce que vous êtes tous intéressés par la programmation, et donc c'est un des points que je voudrais mettre en avant. Et puis un deuxième point, si j'ai le temps, j'espère, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est un point plus recherche. Pourquoi est-ce qu'il marche aussi bien ? Parce qu'il marche quand même très bien aujourd'hui. Et donc là, je voudrais vous présenter quelques embryons de théories sur lesquelles on travaille en tant que chercheur et qui essayent d'expliquer pourquoi ces modèles-là fonctionnent bien. Alors, pour expliquer le lien entre les modèles de langage et la programmation, il faut passer par une petite hiérarchie. Hein. Bon, c'est pas bien compliqué, mais en gros, je vous l'ai déjà dit, ChatGPT, c'est un grand modèle de langage particulier. Maintenant, on va y revenir, mais les grands modèles de langage, ce sont aussi des transformers particuliers. Donc je vais revenir sur cette notion. Et les transformers, c'est quoi ? Ce sont des modèles de deep learning particuliers. Alors deep learning, c'est aussi un mot qui est vachement connu, donc vous avez sans doute entendu parler et connaissez certainement peut-être. Et justement, ce qui est intéressant ici, c'est que les modèles de deep learning, qui existent depuis 2012 à peu près,
Eh bien, en fait, on peut les voir, on peut les comprendre comme des modèles de programmation particuliers. Alors, je m'explique. En fait, quand vous faites un programme, même un petit programme ridicule comme celui qui est à gauche, là, une petite fonction qui va calculer, qui va comparer une valeur x avec une constante ou ce genre de choses, eh bien, il est toujours possible, enfin pas toujours, j'exagère un peu, mais il est souvent possible de transformer ce programme en réseau profond, en modèle de deep learning. Alors comment? Eh bien, en fait, il suffit simplement de considérer les constantes que vous avez dans votre programme, par exemple la constante c, ici. Vous transformez ces constantes en paramètres. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre modèle de deep learning, ou plutôt votre programme qui devient un modèle de deep learning, eh bien, il va s'améliorer en modifiant cette constante et en faisant en sorte que ça marche mieux au sens où il va mieux prédire les données que vous lui injectez, que vous lui montrez. Donc c'est comme ça qu'on apprend un modèle de deep learning. C'est simplement en ajustant les constantes qu'il y a, enfin les paramètres, on appelle ça des paramètres, dans ce modèle. Et donc à la base, enfin vous ne le saviez peut-être pas, mais le deep learning, à une époque, on ne voulait pas l'appeler deep learning, on voulait l'appeler programmation dérivable. Le terme n'a pas percolé parce que l'usage étant là, tout le monde appelle deep learning. Mais la programmation différenciable la programmation dérivable représente beaucoup mieux conceptuellement ce qu'est le deep learning que le mot lui-même deep learning. Donc en fait, on va dériver ce programme automatiquement pour optimiser les paramètres dans ce programme. Donc n'importe quel programme, presque, peut être vu comme un modèle de deep learning. Alors, bien sûr, tous les programmes ne sont pas aussi performants les uns que les autres pour absorber les données, pour représenter les données. Et donc, en 2017 en réalité. En 2017, Google a inventé un programme particulier qui s'appelle le Transformer et qui reste aujourd'hui le meilleur programme de deep learning qui ait jamais existé et qu'on utilise toujours. Et c'est ce Transformer qui est utilisé dans absolument tous les modèles d'IA que vous avez aujourd'hui. Absolument tous, les 70 000 qui sont sur Hugging Face. Alors bon, c'est un programme particulier. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Ça prendrait trop de temps pour rentrer dedans, pour expliquer en détail, mais en gros, il a la capacité, et on va y revenir par contre sur cette propriété-là, le transformer a la capacité d'absorber autant de données qu'on lui donne. Il va les absorber et s'améliorer au fur et à mesure qu'on lui donne de plus en plus de données. Et ça, c'est le premier modèle. Avant 2017, ce n'était pas possible. Les modèles, ils saturaient, si vous voulez. On leur donnait plein de données, ils saturaient. À partir de 2018, ce modèle-là, il arrive, il ne sature pas. Il apprend énormément. Donc ça, c'est un des points extrêmement forts du Transformer, et c'est essentiellement pour ça qu'aujourd'hui, on le retrouve partout. Donc si je voudrais juste redescendre un petit peu la hiérarchie, donc on a vu que les Transformers, c'est un modèle de deep learning particulier, et puis que les LLM, c'est un Transformer particulier. Alors pourquoi il est particulier? Eh bien parce que c'est un Transformer, donc le modèle qu'on vient de voir là, qui a été appris sur tout le web, alors des milliers, non pas des milliers, en fait c'est plutôt aujourd'hui, on apprend sur l'ordre de 1000 milliards de mots, à peu près, les modèles d'IA d'aujourd'hui. Donc ils sont entraînés, on vous l'a déjà dit certainement, ils sont entraînés à prédire le mot suivant. Ok. Donc c'est en fait un critère d'apprentissage qui est assez simple. Alors on en a de toutes les tailles qui existent aujourd'hui, du plus gros, les modèles par exemple type Google ou OpenAI. Alors je vous dis qu'on ne savait pas combien de paramètres il a, et c'est vrai qu'on ne sait pas. Donc le ChatGPT ou GPT-4, on ne sait pas combien de paramètres il a, mais on se doute qu'il a à peu près de l'ordre de 500 milliards de paramètres. Et il en faut des paramètres pour stocker toute l'info du web. Donc ça c'est important. Mais on s'est rendu compte aussi récemment qu'on n'avait pas forcément besoin de modèles qui sont aussi gros que ça. Et donc on peut très bien avoir des performances très bonnes avec des modèles beaucoup plus petits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui apparaissent des modèles parmi les plus petits qu'on a aujourd'hui. C'est des modèles comme ceux de Mistral ou de le Vicuna, qui sont autour de 7 milliards de paramètres. On peut descendre jusqu'à 3 milliards de paramètres, mais on descend rarement en dessous. Et donc ça, c'est la limite à laquelle les perfs sont vraiment bonnes. Alors, un truc que vous savez, certainement, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, c'est sûr, ou Copilot, ou ce genre d'application, vous savez que les modèles de langage
savent programmer des choses simples. J'insiste, des choses relativement simples. Donc en gros, vous savez que si on demande... Alors là, j'ai pris un modèle open source. Hein. Si on demande à CodeLama, par exemple, de dessiner une sinusoïde en JavaScript, eh ben, vous savez que ces modèles-là vont être capables de répondre et de vous dire voilà comment on dessine une sinusoïde, en expliquant, en mettant des commentaires dans le code. Et puis, donc vous voyez ici une petite... Oups, pardon. Bon. Désolé. Voilà. Donc en fait, voilà, il va même jusqu'à la fin en précisant que voilà, ce code va dessiner une sinusoïde avec une amplitude donnée, etc., etc. Donc il donne des informations qui sont quand même assez utiles tant qu'on utilise des programmes assez simples. On lui demande de faire des programmes assez simples. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui existe depuis 2020 à peu près, et qui est quand même assez extraordinaire. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Alors, en fait, le lien entre modèle de langage et programmation, on le retrouve, il y a des méthodes, il y a plein de recherches qui se font, hein. Il y a des méthodes, par exemple, qu'on appelle les Program of Thoughts, qui consistent à tuner, à modifier un petit peu ce modèle pour que il génère des programmes non plus seulement pour répondre à notre question, donc comment est-ce qu'on dessine une sinusoïde, non. Et maintenant, on va lui donner un problème, un petit problème de maths, et il va générer un programme que l'on va exécuter pour résoudre le problème de maths. Donc il y a une étape supplémentaire ici qui est de transformer le problème de maths en un programme informatique. Ça, c'est un peu plus difficile. Alors il y a des choses qui se font aujourd'hui, comme par exemple ici, vous avez un exemple sur ces histoires de train, un problème de maths assez classique, hein, le train qui part d'une ville à telle heure, l'autre qui part de l'autre ville à telle heure, quand est-ce qu'ils se croisent? Eh ben, les modèles aujourd'hui sont capables de dire il nous faut telle variable qui va calculer la distance entre les deux villes, la vitesse du train, etc. Et puis voici la réponse lorsqu'on exécute le programme. Donc ça, c'est une autre utilité, un autre lien entre les modèles de langage et la programmation. On peut aller encore plus loin, et ça, je trouve ça aussi intéressant, c'est que on peut faire raisonner, enfin on peut faire exécuter un algorithme, donc exécuter l'algorithme au modèle de langage lui-même. Alors là, on part sur un exemple, je vous donne un exemple. Ça s'appelle Algorithm of Thoughts. Un exemple, c'est le jeu de 24. Donc le jeu de 24, c'est pareil que les chiffres et les lettres en français. Donc en fait, on donne 4 chiffres. Il faut faire des opérations simples pour trouver le nombre 24. Eh ben, on peut résoudre ce problème. C'est typiquement un problème où il faut un certain raisonnement de type exploration d'arbres. Vous savez, exploration de plein de solutions possibles. Je teste deux opérations, j'en teste 2 autres, etc. Puis après, je prends la meilleure au final. Donc cette opération d'exploration d'arbres, c'est une forme de raisonnement que l'on peut faire au modèle de langage sans lui dire explicitement « fais une exploration d'arbres ». En fait, comment ça marche? Eh ben, on va lui donner un exemple d'exploration d'arbres. Là, c'est un exemple en largeur d'abord. Donc, on va lui dire voilà, je vais tester en multipliant 7 par 4, il me reste 3 chiffres, 7 plus 1, il me reste 3 chiffres, ou 4 plus 1, ok, puis ça, c'est ma première étape. Ensuite, ma deuxième étape, avec les 3 chiffres, je recommence, etc., etc. Donc, on va lui donner un exemple à ce modèle de langage. Et puis, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comprendre, enfin pas comprendre, mais il va généraliser cet exemple et le reproduire, donc en faisant lui-même un parcours en largeur d'abord sur d'autres chiffres qu'on va lui donner. Donc il a cette capacité de généraliser des algorithmes et de faire la même chose lui-même sur d'autres chiffres. Alors voilà, donc ça c'est un échantillon des capacités que les grands modèles ils ont vis-à-vis des langages de programmation, enfin de la programmation en général. On peut se demander, alors il y a des choses qui sont un peu plus anecdotiques, comme des choses comme ChatDev, où des startups ou des entreprises ont commencé à se dire pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire des programmes plus complexes avec cela, mais comme ils ne sont pas capables de le faire de manière isolée, on va les mettre ensemble et puis leur demander de résoudre un problème plus complexe. Alors mettre ensemble ces modèles de langage, ça veut dire, ils ont dit, on va prendre un modèle de langage, on va le spécialiser dans tout ce qui est le design de solutions, un autre qu'on va spécialiser dans le coding, un autre qu'on va spécialiser dans le testing, qui va faire des tests du code qui sont générés par l'autre modèle de langage, un autre qui va faire de la documentation, et puis un autre qui va essayer d'orchestrer tout ça. Alors ces solutions, ça commence à marcher, ces orchestrations de modèles de langage, vous savez, on parle
de modèles de langage agents, des agents. Ça commence à marcher, mais ça reste quand même un petit peu anecdotique, et à mon avis, ça va quand même, c'est très loin de remplacer, évidemment, il n'y a pas de souci, on ne va pas remplacer les agences de développeurs, parce que ça marche sur des exemples relativement simples, hein, construire des jeux de Gomoku, ce genre de choses. Voilà. Ce n'est pas forcément des exemples de la complexité qui intéressent réellement les pros. Mais n'empêche qu'il y a certains développements qui se fait autour de cette évolution, donc vers ces agents de modèles de langage, à travers LangChain ou alors Koala, qui est Koala, c'est une architecture cognitive pour essayer de faire collaborer les agents LLM entre eux, où bon, il y a certains efforts qui se font dans cette direction-là. Voilà, alors je vous ai parlé beaucoup de programmation et de modèles de langage, mais l'un des gros avantages de ces modèles de langage, c'est qu'ils sont bons partout. Enfin, pas partout, mais dans pas mal de choses. Alors, ils sont bons comment? Donc là, il y a quand même des évaluations qui ont été faites. Et alors, il faut les prendre avec des pincettes, hein, ces évaluations-là. Mais là, ils ont évalué, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ils ont évalué en fait ChatGPT 4 et ChatGPT 3.5. Donc le 4, il est en bleu et le 3.5, il est en vert. Sur des tests humains, donc typiquement des tests que vous passez à la fac, ou plutôt juste avant le bac. Enfin, c'est différents types de tests américains. Je ne connais pas trop à quel niveau c'est précisément, mais ça se situe à peu près autour du bac, on va dire. Et puis, ce qu'ils affichent ici, bah, c'est le pourcentage obtenu par ChatGPT 4. Ça veut dire que, par exemple, sur un test de verbalisation, il est meilleur que 99% des étudiants qui passent ce test. Il y a une grosse amélioration par rapport à GPT 3.5. Sur un test d'écriture et lecture procédurale, j'imagine, enfin evidence-based, je ne sais pas trop, ça marche très bien aussi. Ensuite, il y a des examens de loi qui passent très bien, avec des fortes améliorations aussi, quelques examens de maths relativement faciles quand même, où ils se débrouillent bien, etc. En biologie aussi. Bon. On voit qu'ils ont quand même ce large panel de compétences, et c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a quand même des examens où ça ne marche pas du tout. Hein. On est d'accord, si on descend au niveau, donc là on a les stats, la psychologie, ça va encore, mais si on prend des examens de littérature, par exemple, un peu plus avancés, là par contre, c'est plus la même chose, les performances restent très mauvaises par rapport à ce qu'on obtient, nous, en tant qu'humains. Il faut prendre avec des pincettes toutes ces mesures-là, mais quand même, ça montre qu'il y a, dans ces modèles de langage, des capacités plutôt générales. OK, alors, ils ont des capacités intéressantes, générales. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça marche finalement pas trop mal aujourd'hui et que ça s'améliore de jour en jour? Alors là, au niveau de la recherche, c'est quand même un moment, en ce moment, qui est particulièrement excitant parce que je vais me permettre de faire un rapprochement avec une autre époque, le XVIIe siècle, où on avait les grands savants, les grands physiciens qui observaient les mouvements des planètes, hein, comme Kepler, et puis qui, en observant des choses qu'avant ils ne comprenaient pas, petit à petit, ils commencent à construire des théories. Le Kepler, en observant les trajectoires des planètes, il a construit il a proposé ces 3 lois, par exemple. Eh bien, on est dans un moment un peu similaire aujourd'hui avec les grands modèles de langage. On observe leurs capacités, on observe ce qu'ils font, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Alors, on n'arrive pas à l'expliquer, on commence, de même que les physiciens au XVIIe siècle, on commence à proposer des embryons de théories. Mais vraiment des embryons. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on observe? Quels sont les phénomènes qu'on observe et qu'on ne comprend pas? Eh bien, on observe que, d'abord, ils ont une très forte capacité de mémorisation. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est leur principal avantage. Mais pas que ça. Ils ont aussi une très forte capacité de compression de l'information. Et ça, c'est hyper important. Parce que vous savez que comprimer l'information, c'est pareil, enfin, c'est le premier pas vers raisonner. Et on sait qu'il y a des travaux qui montrent que ces grands modèles, ils ont des capacités de compression qui sont absolument remarquables. On sait qu'ils sont capables de structurer l'information. Si j'ai le temps, je vous présenterai un exemple, mais ça m'étonnerait, mais ce n'est pas grave. Et on observe aussi qu'ils sont capables de généraliser. Généraliser, ça veut dire appliquer tout ce qu'on leur a montré à plein d'exemples qu'ils n'ont jamais vus avant.
Et puis, on observe aussi, et ça c'est surprenant, ce qu'on appelle des capacités émergentes. Je vous en donnerai quelques exemples après. Et donc, comment expliquer tout ça? Il y a des embryons de théorie, je vous l'ai dit. Celle dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le passage à l'échelle, les scaling laws, qui est probablement la plus importante. C'est une manière de formaliser, d'essayer d'expliquer tout cela. Alors, les scaling laws, on appelle ça aussi les lois de Chinchilla. Et puis, il y a d'autres théories qui émergent, comme elles portent des noms un petit peu barbares, hein, comme Groking, double descente, ou alors la théorie des transitions de phase, ou la théorie de la singularité. Ce sont toutes des théories qui émergent un petit peu en parallèle pour essayer d'expliquer ces grands modèles, les capacités de ces grands modèles. Alors, je voudrais parler de ces lois de Chinchilla, la première. D'ailleurs, à noter que vous savez sans doute, dans les LLM, il y a plein de noms rigolos. Hein. On parle beaucoup de lama, de tous les Muppet Show, des Vicuna, Alpaca, Chinchilla, etc. Donc ça, c'est un petit côté sympa du domaine. Alors, c'est quoi ces lois de Chinchilla? Eh bien, c'est le fait qu'on peut caractériser, on peut mesurer les capacités du modèle lorsqu'il devient de plus en plus gros. Et lorsqu'on lui donne de plus en plus de données, surtout, à apprendre. Alors, c'est ce qu'on appelle la scaling law. Ça veut dire que vous avez cette petite équation, hein, je ne vais pas vous en mettre beaucoup, désolé, mais cette petite équation qui est la scaling law et qui représente, donc dans Y, vous avez la performance du modèle, c'est-à-dire l'erreur qu'il fait. Si par exemple vous lui posez une question et qu'il répond à côté de la plaque, paf, ça fait une erreur de plus. Donc ça, c'est le nombre d'erreurs qu'il fait. Et puis dans les X, vous avez la quantité de data qu'il a vue à l'apprentissage. Et on s'est rendu compte, avec plein d'expériences, que on retrouvait toujours systématiquement, lorsqu'on entraîne avec de plus en plus de données, cette loi qui est hyper régulière. Alors en fait, on peut même l'expliquer, parce que cette loi, elle existe déjà, elle a déjà été observée par exemple en physique, encore un lien avec la physique, ou plus exactement en thermodynamique. Donc c'est des lois qu'on retrouve qui semblent génériques et qu'on observe aujourd'hui sur les grands modèles de langage. Alors je vous montre un exemple. Cette loi, elle a apparu la première fois dans un papier de Baidu, juste au moment où le transformer était inventé d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il montre ici? Il montre la décroissance de l'erreur. Donc plus la courbe va vers le bas, meilleur le modèle devient en fait en performance. Et puis sur l'axe des X, on lui donne de plus en plus de données à apprendre. Et sur l'axe des Y, donc l'erreur qui diminue. Et ils se sont rendus compte, les chercheurs de Baidu, que lorsqu'on donne suffisamment de données, on arrive dans cette phase où là, on a une vraie pente de la droite. Alors, la droite, parce qu'on est en échelle logarithmique, hein, si vous voulez le détail, mais on a une vraie pente de la droite et qui est hyper régulière et qu'on retrouve partout. C'est ça, cette loi qu'on observe. Et on peut même la mesurer. Donc, on mesure la pente de la droite. Et c'est cette pente de la droite qui est hyper importante, parce que c'est elle qui va indiquer à quelle vitesse apprend le modèle. Et donc, ça, c'est super important de savoir à quelle vitesse apprend le modèle. Parce que du coup, on peut le prédire. Alors après, il y a eu plein d'études, évidemment, sur ces scaling laws. Toujours OpenAI. Alors ça, c'est OpenAI, par contre. Ils ont montré qu'on retrouvait ces lois partout. C'est-à-dire lorsqu'on augmente la taille des données d'entraînement, mais aussi lorsqu'on augmente le nombre de GPU pour l'apprentissage, lorsqu'on augmente le nombre de paramètres. Ces lois-là sont absolument partout dans les grands modèles de langage. Et puis, OpenAI a aussi montré que elles apparaissaient sur le texte, mais pas que, aussi sur les images. Elles apparaissent lorsqu'on apprend de la vidéo, lorsqu'on apprend des maths, lorsqu'on apprend des protéines, lorsqu'on apprend de la chimie. On retrouve toujours ces lois-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et puis, donc ça c'était la genèse de ces lois, on les observait. Et puis en 2022, les chercheurs de Google, ils se sont mis sérieusement à revoir ces lois, puis on les a corrigées, un petit peu comme les lois de physique. Dans le temps, elles étaient un peu corrigées au bout des années. Cette fois, ces lois ont été corrigées par Google en 2022, et ce qui a donné ce qu'on appelle aujourd'hui les lois de Chinchilla. Alors la différence, c'est juste que, bon, là j'ai représenté une petite partie de l'équation, mais c'est en gros le facteur de pente, là, qui est beaucoup plus important qu'on ne le croyait en 2020. Donc les modèles apprennent beaucoup plus vite, les transformers apprennent beaucoup plus vite qu'on le croyait en 2020. Alors là, je voudrais juste en fait, ce qui est intéressant, là, en fait, ça, c'est la première colonne, c'est la plus importante, ce sont les facteurs de pente. La pente, donc la vitesse à laquelle les modèles apprennent. Parce que vous vous doutez que depuis 2017, il y a eu plein de modèles qui ont été inventés.
Il y a eu des milliers de chercheurs, des dizaines de milliers de chercheurs qui se sont penchés sur ces transformers et qui ont essayé de faire mieux. Et le problème, c'est que personne n'a réussi à faire mieux aujourd'hui que ce modèle de transformer. Il y en a plein qui ont été proposés, ça c'est juste une partie. Et vous voyez qu'en fait, ils ont tous une pente d'apprentissage qui est inférieure à la pente du transformer. Donc on n'a jamais fait mieux que le transformer depuis 2017. Donc aujourd'hui, si vous développez un nouveau modèle qui bat cette pente-là, qui bat ces 0,54, vous faites mieux que ça, bah c'est bon, vous avez bingo, vous êtes tranquille. OK. Alors ces lois, elles s'accompagnent... Est-ce que j'ai un peu de temps OK. Ces lois, elles s'accompagnent de nouvelles capacités qui émergent. Alors ça, c'est surprenant, parce que je vous avais dit que les lois-là existent en physique, elles existent en thermodynamique, elles existent partout. Mais ce qui fait la différence dans les grands modèles de langage, c'est qu'on observe en même temps que ces lois, c'est-à-dire que plus on va vers les grandes tailles de données, et plus on observe de nouvelles capacités qui vont émerger. Donc la première capacité, pour vous donner un exemple, des capacités qu'on n'avait pas prévues, c'est-à-dire que si on donne suffisamment de données à apprendre au modèle, on va voir apparaître ce qu'on appelle le in-context learning. C'est la première capacité qui a été découverte. Et cette capacité, elle est hyper importante. En fait, je vous en ai déjà donné un exemple. Mais ça veut dire que lorsqu'on donne une phrase ou un texte en entrée du grand modèle de langage, il va être capable de s'inspirer de ce qui a été dit dans le texte et de généraliser ce qui a été dit dans le texte en entrée pour faire autre chose sur des autres données. Par exemple, un exemple tout simple, si vous lui donnez « manger » devient « mangera »,« parler » devient « parlera »,« voter » devient, et puis vous laissez le modèle compléter, il va donner le futur du verbe, évidemment, parce qu'il aura compris que vous attendez le futur de verbe. De même que précédemment, je vous avais montré l'exemple avec les algorithms of thoughts, c'était pareil, il avait compris que vous vouliez faire une exploration du graphe en largeur d'abord. Et bien cette capacité de généraliser ce qu'il a vu en entrée, c'est ce qu'on appelle le in-context learning. Et ça, les LLM, ce sont les seuls modèles à faire ça. Enfin, il n'y a aucun autre modèle qui est capable de faire ça. Et encore, uniquement les LLM suffisamment gros. Je crois qu'il faut 10 milliards de paramètres minimum pour pouvoir faire ça. Et puis, Anthropic AI, qui est une autre start-up, ils ont observé plein d'autres capacités émergentes. Par exemple, le fait que, au-delà de 10 exposant 10 paramètres, il va être capable de faire des additions à 3 chiffres. Bon, ça a l'air de rien, mais pour un modèle qui a appris sur du texte, qui ne connaît rien aux maths, c'est pas mal. Ou alors, il va être capable de répondre à des questions à partir de 10 exposant 10 paramètres aussi, à peu près. Ou il va être capable de générer des programmes, etc. Donc vous avez plein de capacités comme ça qui vont émerger au fur et à mesure qu'on fait croître la taille de ces grands modèles. Et Jason Wei, qui était un chercheur à l'époque chez Google en 2020, plus maintenant, mais qui est un spécialiste de ces phénomènes émergents dans les grands modèles de langage, il en a dénombré 137. 137 capacités émergentes qui apparaissent les unes après les autres. Alors je vous en donne juste quelques exemples ici. Donc je vous ai parlé du in-context learning. Il y en a plein d'autres. Le chain of thought prompting, ça c'est la capacité, par exemple, si vous demandez au modèle, maintenant raisonne étape par étape et décompose ce problème en différentes étapes. Il va être capable de le faire. C'est une capacité émergente aussi. Il faut suffisamment de données à l'apprentissage. Je vous ai déjà cité le programme of thoughts, algorithm of thoughts, il y a l'analogical prompting aussi qui existe, il y a le fait de suivre des instructions procédurales, la capacité de résoudre des anagrammes, l'arithmétique modulaire, c'est une capacité émergente. Les problèmes simples de mathématiques, c'est émergent aussi. Il faut un certain nombre de données. La déduction logique, la déduction analytique, enfin des déductions encore assez simples. Hein. Ce n'est pas des déductions hyper complexes, mais c'est des déductions assez simples. Et puis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discutables, comme la théorie de l'esprit, qui certains prétendent qu'il y a une émergence. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail là. C'est très discuté. Donc c'est le fait de pouvoir projeter ce que les autres pensent lorsqu'on interagit avec eux, ce genre de choses-là. Voilà. Donc, les LLM ont ces capacités émergentes et ils peuvent aussi structurer l'information. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé, qui est super intéressant. Alors là, ce que je vous ai juste montré, c'est aussi une observation qui a été faite. Lorsqu'on apprend un modèle de langage, ici sur une tâche de
division modulaire, on s'est rendu compte que le modèle, il va apprendre très vite. Donc là, il va apprendre très vite, à peu près au bout de 100 itérations, il va se mettre à apprendre par cœur son corpus d'apprentissage. Donc toutes les divisions modulaires qu'on lui a données à l'apprentissage, il est capable de les recracher telles quelles. Par contre, il n'est pas capable de généraliser. Mais il fait du 100% sur le corpus d'apprentissage. Et ce qui se passe, ce qui est étonnant, ce qu'on a observé, c'est qu'on peut le laisser comme ça, continuer à ne rien faire, parce que finalement, il est déjà à 100%, et puis il a tout appris, et puis on le laisse continuer, non plus pendant 100, mais pendant 1000, 10 000, 100 000 itérations. Donc on va lui repasser sans arrêt les corpus de nouvelles données. Et puis tout d'un coup, très longtemps après, il va se mettre à généraliser. Donc on peut se demander, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? On a l'impression qu'il n'a rien fait pendant 100 000 itérations, et puis tout d'un coup, il se met à généraliser. Et bien en fait, ça c'est une autre théorie, qui sont la théorie sur les changements de phase. On s'est rendu compte que ces modèles-là, ils apprennent par phase. C'est-à-dire que lorsqu'on les fait apprendre, ils ont d'abord une phase de mémorisation, puis tout à coup, ils vont se mettre à transiter dans d'autres phases qui sont des types d'apprentissage, si vous voulez. Et cette phase de grokking, ici, parce qu'on parle de grokking, elle apparaît également dans certaines conditions. Il faut un certain nombre de paramètres, et ça peut se produire. Et ce qui se passe dans ces changements de phase, c'est qu'on se rend compte aussi qu'ils peuvent structurer l'information en interne. Donc là, ici, ce qu'on a affiché, c'est dans l'addition modulaire, ou non, la division modulaire, on a affiché initialement comment les chiffres étaient représentés à l'intérieur du modèle de langage. On voit qu'ils sont random, n'importe comment. Et puis, lorsqu'il a appris par cœur son corpus d'apprentissage, ils sont à peu près toujours random. Et puis, au bout de 100 000 itérations, tout d'un coup, la structure se forme. C'est-à-dire qu'il va se mettre à structurer les chiffres en un joli cercle à l'intérieur de ces paramètres, qui va de 0 à 60, parce qu'ici c'était 60, et qui est en fait la structure la meilleure si on veut faire une division modulaire, hein, parce que du coup on se balade toujours sur le cercle, ça marche super bien. Et donc cette structuration, elle va émerger lorsque l'on fait l'apprentissage de ces modèles suffisamment longtemps et dans certaines conditions. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui apparaissent. Il y a d'autres exemples ici où, voilà, selon que c'est modulaire ou pas, l'espace va structurer d'une manière ou d'une autre, mais je ne vais pas détailler cela. L'essentiel, c'est de comprendre l'idée. Et du coup, je vais m'arrêter là pour vous laisser quand même un peu de temps aux questions, c'est important. Donc, juste pour conclure, ça me paraît important, on ne peut pas minimiser l'impact des grands modèles de langage, c'est une révolution. C'est clair. Il ne faut pas non plus exagérer. Il ne faut pas être trop dans la hype. Hein. Ça ne va pas bouleverser. Ce sont juste des outils supplémentaires qu'on va pouvoir utiliser et qui vont s'intégrer progressivement. On en parlera peut-être moins dans les années à venir, et tant mieux. Mais ils vont s'intégrer progressivement dans pas mal d'outils qu'on utilise, nous, en tant que développeurs, ou en tant que chercheurs, ou en tant que... peu importe. Mais ce sont des outils qui vont définitivement s'intégrer un peu partout, dans beaucoup d'applications. Voilà, et le rôle des académiques, enfin des chercheurs académiques, hein, c'est d'expliquer la théorie. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a beaucoup de choses à expliquer. Comme je l'ai dit, on est vraiment dans une étape de début de la découverte, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces modèles, donc je trouve ça super excitant en tant que chercheur. Voilà. Merci à vous. Les slides sont là si ça vous intéresse. Levez bien haut la main pour les questions ou levez-vous pour qu'on puisse vous voir. Ça peut être sur le talk ou sur n'importe quoi qui a rapport avec les LLM, quoi. Ouais. Je voulais savoir, vous nous disiez donc que les performances s'accélèrent avec le nombre de data qu'on peut leur donner. Vu que ces modèles produisent de la data, est-ce que c'est de la data qui est éligible à améliorer leur performance aussi? Ah, oui, c'est une question intéressante. Parce que intuitivement, on aurait tendance à dire que non. Et en théorie, on aurait tendance à dire que non. C'est-à-dire que les données que le modèle génère lui-même, si on les réinjecte dans l'apprentissage du modèle,
il y a peu de chances qu'il y ait une nouvelle information qui arrive. Cela dit, il y a quelques pistes de recherche dans cette direction-là qui peuvent montrer des petites améliorations, si on réinjecte les données à l'apprentissage, ou qui peuvent montrer des petites améliorations. Ça ne va pas être dramatique, mais on peut effectivement améliorer un petit peu les choses. Alors si on le fait correctement, c'est mieux de le faire pas avec un seul modèle sur lui-même, mais plutôt avec deux modèles, l'un qui envoie les données à l'autre, etc. Donc ça peut se faire. Mais ce n'est pas ça qui va vraiment dépasser les limites des données. Parce qu'on est aujourd'hui, on voit les limites des données en termes de texte en tout cas. Aujourd'hui, on est plus limité par les données que par les architectures des modèles. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'efforts, d'une part qui sont faits pour essayer de récupérer le maximum de données ailleurs que sur le web. Il paraît, alors je ne sais pas, il paraît qu'il y a une masse de données incroyable dans des PDF simplement, ou des documents qui ne sont pas encore scannés ou sérisés. Bon, il paraît qu'il y a beaucoup de données là à récupérer, mais au niveau du web, on arrive aux limites. Et puis, on s'intéresse aussi beaucoup à la multimodalité, bien sûr. Les modèles deviennent tous multimodaux, c'est aussi pour ça. C'est parce que utiliser d'autres données que le texte, ça permet aussi, on l'espère en tout cas, ça permet d'apporter des informations qui sont de plus en plus décorrélées de celles du texte et donc les plus riches possibles pour améliorer le modèle avec le moins de données possible. Mais oui, les questions des données sont vraiment... c'est là qu'est la valeur et c'est vraiment les questions essentielles, les plus importantes. Ouais. Une dernière question. Oh. Je prends la photo finish. Derrière ces LLM, on a à la base des êtres humains qui ont écrit, qui ont codé tous ces programmes. Là, tel que vous en parlez, on a l'impression qu'en fait, c'est un petit peu des choses qu'on pris vie, qui se développent et qui vivent tout seuls, et on est obligé de faire des théories pour mieux les comprendre. J'ai un peu de mal à voir le fossé qu'il y a entre les deux, en fait. Oui, je suis d'accord. Non, je ne dis pas qu'ils ont pris vie, c'est pas du tout le message que je veux faire passer. Hein. Donc désolé si c'est passé comme ça. Il est clair que derrière, il y a eu énormément de travail humain, d'annotation. Ne serait-ce que tous les textes sur Internet. Les textes sur Internet, même si on les utilise tels quels, ils ont été écrits par des humains. Donc c'est aussi un effort qui a été fait. Donc oui, je suis d'accord que derrière, il y a des hommes, que les modèles-là, c'est pas magique. Ce que j'ai voulu plutôt faire passer, c'est pas tellement cette notion que le modèle en lui-même, il devient autonome, il devient tout ça, pas du tout. C'est plutôt ce que je voulais faire passer, c'était le fait qu'on observe des phénomènes. On sait que le fait de passer à l'échelle, en fait, sont des choses qu'on observe dans d'autres domaines. Hein. Vous prenez des modèles de multi-agents, des sociétés de fourmis, enfin peu importe, on a toujours des phénomènes de passage à l'échelle qui sont toujours extrêmement durs à expliquer, quel que soit le domaine scientifique que l'on considère. Et ici, c'est aussi ce qui se passe. C'est similaire à ce qui peut se passer dans les sociétés de fourmis, enfin, ou ce genre de choses. C'est-à-dire qu'à partir de règles simples, on observe des phénomènes complexes qui émergent. Et c'est ce phénomène-là qui est intéressant scientifiquement, c'est tout. Mais bien sûr que c'est issu du travail humain, et bien sûr qu'il n'y a pas d'intelligence autonome. Enfin, je veux dire, non, c'est clair que non. Merci d'avoir précisé cela. Merci encore Christophe, on va terminer là-dessus. Merci.